Donc, bonjour, aujourd'hui on va parler du Ménon de Platon. Le Ménon est un point tournant dans la philosophie de Platon. Il est en fait la transition, le pont entre les œuvres de jeunesse de Platon et celles de la maturité. En effet, dans les œuvres de jeunesse de Platon, il présente toujours un Socrate qui pose plus de questions qu'il n'a de réponses réellement. Donc c'est un Socrate qui met constamment en doute ce que son interlocuteur lui dit, mais qui est ensuite, lorsque l'interlocuteur lui demande alors quelle est la bonne réponse, Socrate demeure silencieux. Les œuvres de jeunesse de Platon finissent donc souvent par une aporie où Socrate ne sait plus que répondre. Donc, ces œuvres-là terminent donc dans une espèce de cliffhanger, comme on le dirait en bon anglais. Ni Socrate ni son interlocuteur arrivent à une réponse. Ils savent seulement que leurs hypothèses de départ sont fausses. Les Ménons commencent très semblablement aux autres œuvres de jeunesse de Platon, et c'est la raison pour laquelle on croit que c'est justement le pont entre l'œuvre de jeunesse et l'œuvre de maturité. Socrate interroge donc Ménon sur la définition même de la vertu, et bien sûr, celui-ci peine à lui donner une réponse satisfaisante. En réalité, il donne même trois tentatives de réponses que Socrate réfute toutes les unes après les autres. Évidemment, Ménon commence à se fâcher. Alors là, il dit à Socrate, ok, mais si ça te rend tellement content de me réfuter, si je suis aussi ignorant que tu le penses, alors montre-moi ta sagesse. Donne-moi la réponse adéquate à la définition même de la vertu. Socrate, d'une manière assez attendue, lui répond « Mais moi non plus, je ne connais pas la réponse. Moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce que la vertu. Je sais seulement que tu te trompes sur ta propre définition. » Et donc Ménon prend la réfutation très mal et commence à insulter Socrate. Et il pose le fameux paradoxe de Ménon, justement. Il pose alors la question suivante à Socrate. Comment peut-on chercher quelque chose si on ne le connaît absolument pas? Donc, Socrate qui réfute constamment les réponses de Ménon et qui, lorsqu'on lui pose ensuite « Ok, mais quelle est la bonne réponse ?», affirme qu'il ne le sait pas. Ménon, alors, d'une manière assez légitime, lui demande « Mais alors comment peut-on chercher qu'est-ce que la vertu si tu ne le connais pas? Si tu ne connais pas la vertu, comment savoir lorsqu'on va atteindre la bonne réponse? Comment savoir si on n'est pas déjà dans la bonne piste? Par où tâtonner dans le noir absolu? » Malgré l'apparence légitime de cet argument, le paradoxe de Ménon est en fait plus un argument heuristique que n'importe quoi. Il s'agit plutôt pour Ménon de tenter de se débarrasser de Socrate que plutôt une vraie argumentation. Il veut simplement que la discussion s'arrête là. Mais Socrate, bien sûr, est amené ensuite à justifier sa propre position. Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de réfuter les croyances des autres alors qu'il ne détient pas le savoir absolu? Mais justement, c'est parce qu'il ne faut pas envisager le savoir d'une manière absolue. Socrate ne détient en aucun moment le savoir absolu qui serait le savoir divin. Depuis l'apologie de Socrate, on sait déjà que en fait, Socrate ne détient qu'un savoir humain. C'est un savoir imparfait qui ressemble beaucoup plus à des opinions. Mais bien sûr, il y a des degrés épistémiques dans ces opinions. Il y a des opinions vraies, il y a des opinions fausses. Il semble donc que dans le Ménon, Platon présente trois étapes de savoir, trois degrés de savoir. Il y a d'abord l'ignorance absolue, celle présupposée justement par Ménon. Dans cette ignorance absolue, il serait entièrement impossible de chercher quoi que ce soit, car jamais on ne saurait qu'on a la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Ensuite, il y a le stade des opinions, qui est justement le stade où tous les êtres humains sont. Donc, on a soit des opinions vraies, des opinions fausses, mais il y a des degrés de vérité dans ces opinions. Et ensuite, finalement, il y aurait le savoir absolu, le savoir divin, qui est bien sûr inatteignable pour nous autres. Mais ici, par le paradoxe de Ménon, Socrate est finalement, pour la première fois dans toutes les œuvres de Platon,
il est mené à justifier sa position intermédiaire entre le savoir absolu et l'ignorance absolue. Socrate répond donc à Ménon qu'une position intermédiaire est possible à cause de la réminiscence. Donc, dans la réminiscence, Socrate affirme que, avant d'être incarné dans un corps, l'être humain était d'abord esprit. Il avait d'abord une âme qui aurait contemplé toutes les vérités et qui ensuite aurait oublié ces vérités dans la retombée du ciel dans le corps. Ainsi, en tombant du ciel jusqu'au corps, l'âme aurait perdu ses connaissances et dans la vie, dans ce monde, dans l'ici-bas, le travail du philosophe serait donc de se remémorer des vérités, des connaissances qu'il avait déjà acquises lorsqu'il était pure âme. Socrate s'appuie donc sur une croyance religieuse très répandue dans son époque, à savoir la croyance de l'immortalité des âmes. Il se fonde sur ce premier argument, sur cette première foi, pour ensuite développer toute sa théorie de la réminiscence. Mais, bien sûr, Platon, dans son époque de la maturité, va ensuite tenter d'argumenter pour l'immortalité de l'âme. Il tente de trouver les preuves possibles de l'immortalité de l'âme dans notamment l'œuvre qui s'intitule Le Phénon. Le Phénon se consacre presque entièrement à la preuve de l'immortalité de l'âme. Socrate affirme donc que l'âme aurait été dans l'Hadès. Évidemment, dans la mythologie grecque, l'Hadès est comme l'enfer, mais en réalité ici, Platon joue beaucoup sur le double sens de l'Hadès, qui veut aussi simplement dire l'invisible. Donc, il y a le lieu visible, qui est le monde dans lequel on vit, et ensuite le monde invisible, qui serait le monde des âmes. Et ici, on peut déjà sentir une allusion possible à la théorie des formes que Platon développera dans sa maturité. Et le Ménon constitue donc bel et bien un pont entre l'œuvre de jeunesse et l'œuvre de maturité, car on sent bien une transition. Et déjà, comme il annonce les prochaines théories à venir, dans des termes un peu vulgaires que, évidemment, Platon refusera dans son œuvre de maturité, notamment dans la République. Mais pour l'instant, dans les Ménons, on peut dire en quelque sorte que ce que Socrate tente ici de dire à Ménon, c'est que, oui, bien sûr, il ne connaît pas tout. Il n'a pas la connaissance absolue, mais son âme, dans la vie antérieure à la vie dans le monde ici, a déjà contemplé toutes les vérités, et il ne s'agit pour moi en ce moment que de se rappeler, de se remémorer dans mon vivant. Du coup, Socrate n'est pas entièrement ignorant. Il a quand même des opinions vraies ou fausses, car il a déjà des vérités dans son inconscient en quelque sorte, qu'il suffit juste à ramener à la conscience. Il sait intuitivement que les réponses de Ménon sont fausses. Il sait intuitivement que les réponses que Ménon lui donne sont des opinions fausses, car il détient en lui-même inconsciemment l'opinion vraie. Cela revient donc à dire que la condition humaine serait donc d'être entre la connaissance absolue et l'ignorance absolue. Évidemment, tout ça est encore beaucoup mieux traité par Platon dans ses œuvres postérieures. Ici, dans les Ménons, tout le passage sur la réminiscence n'est en réalité qu'un contre-argument que Socrate propose à Ménon pour continuer la discussion sur la vertu, pour continuer la recherche de la vertu, mais n'est pas en fait le thème principal même de l'œuvre. Mais on voit quand même bien une évolution de la méthode de réfutation de l'œuvre de jeunesse. Ici, Platon amène un élément positif dans le jeu. Oui, il y a réfutation de l'opinion fausse de l'interlocuteur, mais maintenant, on peut véritablement avoir une recherche parce qu'on peut véritablement trouver des opinions vraies, parce qu'il ne suffit pour nous que de nous les remémorer par une recherche philosophique. Retournons dans l'histoire. Ménon lui dit donc: ah oui, c'est bien beau toute cette théorie Socrate, mais as-tu une preuve? As-tu une preuve concrète que la réminiscence existe? Socrate interpelle donc un des serviteurs de Ménon qui est d'abord très jeune et qui n'a jamais étudié la mathématique.
Socrate lui procède donc à dire à Ménon, mais regarde, je ne vais jamais donner la réponse à ce petit, et il va lui-même trouver une vérité mathématique par lui-même, par une véritable recherche philosophique. Socrate lui propose donc un problème géométrique. Il lui dit, d'accord, regarde, ici il est un carré dont l'aire est de 4 cm². Bon, de 4 unités carrées, dirait-il en vérité. Et on sait bien que pour avoir une aire de 4, il faut que le côté du carré soit de 2. Maintenant, si on double l'aire du carré pour en avoir 8 unités carrées, quelle serait alors la mesure du côté du carré? Intuitivement, le petit répondant à Socrate, bien c'est 4. Mais non, 4, si le côté du carré serait de 4, alors l'aire serait de 16. Alors là, il répond, alors c'est 3. Socrate dit, mais non encore, ce sera 9. Et là, Socrate se tourne à Ménon et dit, regarde, au moins là, il sait qu'il se trompe. Il sait que ses opinions premières, ses opinions sont fausses. Donc, il est déjà dans une position meilleure qu'il a été auparavant, parce que maintenant, il se rend compte de son ignorance. Et ici, on voit bien ce que Socrate tente de faire, c'est qu'il fait une analogie à leur propre discussion sur la vertu. Oui, d'accord, mais non, tu avais tort dans tes premières opinions sur la vertu. Je t'ai réfuté. On a trouvé ensemble que tes opinions premières n'étaient pas vraies. Mais au moins maintenant, tu es dans une position meilleure que tu l'étais avant la discussion, parce qu'au moins maintenant, tu te rends compte de ton ignorance. C'est ici que, maintenant, la démarche de Socrate est un peu tortueuse, pourrait-on dire. Certainement, il ne va jamais donner la réponse au petit, mais la réponse est pas mal insinuée, admettons. Il pose toujours les bonnes questions, en quelque sorte. Il dira d'abord, d'accord, maintenant, on va diviser le gros carré en 4, avec les pointillés comme ça. N'est-il pas vrai maintenant que chaque carré est un quart de l'aire? Le petit dit évidemment oui. Maintenant, si on trace une diagonale entre chaque carré, on obtiendra un carré dont l'aire est la moitié de celle-ci. Donc, je vous ai retracé un peu la démarche de Socrate. Donc, mes talents artistiques ne sont pas à point, pourrait-on dire, mais voilà. Si l'aire du gros carré est de 8, et qu'en traçant des diagonales de chaque petit carré, on obtient une aire qui sera plus petite, en fait 2 fois plus petite que la grosse. Donc, si ça c'est 8, alors celui du petit carré sera de 4. On retrouve donc le même carré qu'ici. Parce qu'en fait, chaque carré ici est divisé en 2. Donc, il y a la partie ici du gros carré et celui du petit carré. Et ainsi de suite pour chaque. Donc, si chaque petit carré ici est divisé en 2, alors nécessairement, l'accumulation de toutes les moitiés des petits carrés donnerait 4. Alors là, Socrate, en fait, tout cela dit au petit enfant, mais est-ce que c'est vrai? Comprends-tu? L'enfant dit, mais oui, Socrate, je comprends. Et alors, Socrate dira, alors quelle est la réponse? Le petit répond donc, bien alors, pour obtenir ça, c'est donc la diagonale, le côté du gros carré serait donc la diagonale du petit carré. Voilà, ce sera donc la diagonale du petit carré, car la diagonale du petit carré, c'est d'ici à ici. Or, d'ici à ici, c'est x. Voilà, c'est un peu mélangeant parce que l'image n'est pas exactement équivalente, mais oui. Donc, ce carré ici est transposé à ce carré. Sa diagonale est donc la diagonale ici, et cette diagonale est de la même longueur que le côté du gros carré. Le petit qui arrive donc à cette réponse par lui-même, en guillemets, évidemment énormément guidé par Socrate, Socrate dit donc voilà, c'est la preuve de la réminiscence. Mais non, accepte donc cette preuve et ils peuvent dorénavant continuer leur recherche sur la vertu. Et puisque Socrate n'a jamais donné la réponse à l'enfant et que c'est lui-même qui s'est approprié cette matière, c'est donc que la réminiscence est vraie. Le petit, par le questionnement philosophique de Socrate,
arrive à lui-même à trouver sa propre réponse. C'est donc qu'il avait la réponse en lui d'abord et avant tout. Il avait déjà cette réponse en lui, dans son âme, parce que son âme était immortelle et qu'elle avait déjà vu toutes les vérités avant l'incarnation dans un corps. Bref, pour la première fois, Socrate est amené à justifier sa position d'intermédiaire entre la connaissance absolue et l'ignorance absolue. C'est donc un pas de plus dans l'épistémologie de Platon de la maturité. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si vous avez encore des questions, n'oubliez pas de les laisser dans les commentaires en bas et je vais vous répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci.